Lisette Lombé, merci d'être avec nous dans Be Young, Be Strong. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et justement, si on fait un petit flashback en arrière, qui étiez-vous à 18, 20 ans? Quels étaient vos rêves et vos doutes? Alors, quand j'avais 18-20 ans, j'ai d'abord été étudiante en psychologie et puis j'ai fait une bifurcation vers les romanes. Donc voilà, j'étais une étudiante universitaire. J'étais encore à cette époque-là une grande sportive. À 20 ans, je faisais toujours du basket et je faisais toujours de l'athlétisme. Et j'avais des rêves qui étaient liés plutôt à la littérature. Je rêvais d'être enseignante, voilà, des rêves assez simples et pas encore des rêves qui étaient liés à l'artistique. Est-ce que vous avez une photo de cette époque-là? Oui, parmi les photos, j'ai pris celle-ci en fait, où on me voit marcher sur un parking, basket, jupe en jeans et ventre nu. Pour moi, c'est ça. La définition de la jeunesse. Il y a aussi un petit air frondeur, le menton levé, une forme de fierté. Voilà, je trouve que ça représente ces années-là de jeunesse dans le t-shirt, dans ce ventre nu, dans ce ventre plat, dans ce ventre d'avant-grossesse. Pour moi, ça incarne cette jeunesse et cette légèreté. Alors, vous parliez de vos rêves, de vos littératures. Est-ce qu'à l'instar de la protagoniste de Vénus Poetica aux éditions IF, vous adorez la littérature et les mots depuis que vous êtes toute petite? Oui, ça, je peux dire que la littérature a toujours fait partie de ma vie et de nos vies. Je vais le mettre au pluriel. Nous habitions dans un appartement dans une cité. Et il y avait beaucoup de livres autour de nous. Donc j'ai grandi dans les livres. J'ai grandi avec des parents qui aimaient beaucoup lire, qui n'étaient pas du milieu littéraire ni du milieu artistique, mais qui aimaient beaucoup lire, qui ont mis à notre disposition des livres. Donc ça m'accompagne depuis l'enfance. Mes parents m'ont offert aussi une machine à écrire très petite. Donc les mots sont là depuis voilà, le début de l'écriture aussi. Qu'il soit écrit ou récité oralement, qu'est-ce qui fait pour vous la force, la puissance des mots et est-ce qu'ils peuvent aussi servir d'arme? Pour moi, la puissance des mots, c'est la justesse de l'image. C'est-à-dire quand on trouve une image très forte, une métaphore qui concentre en elle des tas d'autres phrases et qui vient s'imprimer presque sur la rétine, s'imprimer dans l'oreille, s'imprimer dans la mémoire. Elle est là, la force des mots. Que dire d'autre sur cette force? Alors arme, mais arme poétique, c'est-à-dire se mettre debout, incarner une poésie sociale, faire passer des idées. Et aussi cette force, elle est liée c'est-à-dire que dès le début de l'écriture, tendre cette écriture vers ce partage, vers ces personnes qui vont entendre cette poésie, la lire. Et le fait de réfléchir à l'accessibilité, le fait de réfléchir à une langue qui est partageable, qui est entendable, pour moi, la force de mon écriture, elle se trouve à cet endroit-là. Alors, comme beaucoup de jeunes, l'héroïne consigne ses expériences, ses ressentis et ses questionnements dans un journal. Pourquoi est-ce que l'écriture a parfois besoin aussi de s'imprégner des douleurs et des incertitudes? Et est-ce que dès lors que les mots sont écrits ou sont transmis oralement, ils peuvent être chassés, justement, avoir le pouvoir de chasser toutes ces angoisses, toutes ces choses dures qu'on ressent en soi? Ouais, il y a de ça en tout cas. C'est clair que dans les premiers textes, il y a pour moi quelque chose qui est cathartique. C'est comme si une injustice, par exemple, je prends sur certains textes, en tout cas une thématique venait habiter, venait prendre de plus en plus de place et demandait à sortir d'une manière ou d'une autre. Alors en slam, elle passe par le mot, mais elle passe d'abord par l'écrit. Même quand c'est par écrit, on dirait qu'elle continue à tourbillonner et elle a de manière impérieuse cette exigence d'être dite. Donc il y a le chemin de l'écrit, mais qui continue et elle va être dite, repassée par la bouche. Et après, il y a une forme effectivement d'apaisement jusqu'à la prochaine
en tout cas jusqu'à la prochaine thématique, la prochaine injustice qui vient un peu reprendre cette place-là. Après, ça, c'est, je pense, l'écriture peut pas être que ça, parce qu'effectivement, il y a des textes moi que j'ai écrits qui m'ont permis, des textes sur le burn-out par exemple, qui m'ont permis de me redresser, de récupérer, d'autres qui permettent de récupérer de la dignité. Mais il y a tout un travail sur l'autofiction, tout un travail sur la fiction, tout un travail d'élargissement aussi, qui fait qu'on n'est pas qu'à un endroit cathartique, parce que sinon on n'est pas non plus totalement dans le littéraire. Et ça, je pense pas qu'on pourrait, enfin, je pense pas qu'on doit accepter qu'on nous fasse ce procès-là, parce qu'on a un endroit de partage de textes, parce qu'on est des personnes racisées, parce on est des femmes, parce qu'on porte de la poésie sociale. On pourrait nous faire ce procès qu'on n'est pas en littéraire si on dit qu'il y a une dimension cathartique dans l'écriture. Or, on est dans le littéraire parce qu'il y a un travail sur l'image, il y a un travail sur la forme, il y a un travail sur les sonorités, il y a un travail sur une narration. Il y a un autre texte littéraire que vous avez publié, c'est le recueil Brûlé, 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 dans la collection Iconopop des éditions de l'Iconoclaste, où vous notez en introduction, dès la première page, j'écris dans le rythme et l'urgence, j'écris pour les vivants dans une langue qui s'adresse aux derniers rangs. Qui sont ces derniers rangs et en quoi est-ce que vous vous sentez aussi peut-être une outsider? Ça, c'est un mot juste en fait. Pour moi, les derniers rangs, ce sont les personnes qui ne sont pas dans le sérail poétique, dans l'entre-soi littéraire. Ce sont des personnes qui sont par exemple, moi je travaille en éducation permanente, en éducation populaire, donc les personnes ne sont pas liées spécialement aux mots, mais par contre c'est toutes des personnes qui sont en capacité de créer, d'écrire et de produire du texte aussi. Donc je pense à ces personnes-là, je pense aux personnes qui sont éloignées de la langue, des personnes qui sont en apprentissage de la langue française par exemple, des personnes qui ont des parcours de vie qui font que on est loin de l'école, on est loin du scolaire. C'est à ces personnes-là que je pense. Et donc, du coup, tout naturellement, c'est les endroits où je donne des ateliers d'écriture, où on crée des espaces, où on aborde des thématiques difficiles pour les personnes, mais qui, en tout cas, peuvent trouver en tout cas, un espace d'expression. C'est les écoles, c'est les assos, ça peut être les prisons, ça peut être plein d'autres endroits aussi de claustration de la parole. C'est une expérience que vous avez menée dans plusieurs pays, parfois même dans des coins reculés. Que vous a appris cette expérience? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les mots que vous avez vus naître? Alors d'abord, d'abord c'est l'humilité, c'est-à-dire que tout d'un coup la famille s'étend, elle est infinie, on a déjà cette humilité par rapport aux morts et aux vivants et cette inscription dans la grande temporalité, mais là on l'a géographiquement. Et puis il y a cette question de famille de langue, c'est-à-dire que c'est très différent, on peut aller très loin, mais dans un pays francophone et se sentir comme dans une communauté de langue, ou aller dans un pays voisin, mais qui n'est pas francophone, et être totalement ailleurs. Donc on sent quand même le background culturel, on sent quelque chose qui fait qu'on a quand même l'impression d'être un peu chez soi sans être chez soi. Et puis se dire qu'il y a des thématiques qui sont traitées là-bas, les réalités, les réels, le politique, ce qui se passe politiquement dans les pays est très différent. Et pourtant, de voir des femmes, qu'elles soient à Kinshasa, qu'elles soient à Dakar, qu'elles soient en Mauritanie, qu'elles soient en Acadie, qui s'emparent des mêmes thématiques, des femmes et des hommes qui s'emparent des mêmes thématiques, qui sont dans ce même amour de la langue, ben voilà, ça rend, comment dire, connecté à tout ça. Il y a un truc de capillarité, il y a cette humilité, et puis il y a aussi se sentir exister ensemble. Quels sont les thèmes qui reviennent notamment? Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a une poussée, il y a un momentum des féminismes, il y a un momentum en tout cas des questions qui sont liées au postcolonial, au décolonial, à ces rapports de domination systémiques, ça partout. Comme je suis dans une sphère slam qui ne nécessite pas de matériel, on prend le micro ou même pas de micro, on prend sa feuille ou même pas sa feuille, on monte sur scène directement. Je sens qu'il y a toute une jeunesse, jeune et moins jeune, mais en tout cas toute une jeunesse qui est connectée à tous ces enjeux sociétaux très actuels, contemporains, qui sont sur des questions du sexisme, qui sont sur des questions d'homophobie, qui sont sur des questions de capitalisme, d'anticapitalisme, qui sont des questions de racisme, les transitions écologiques. Ben, tout ça, j'ai l'impression, est quand même lié. Je sens des fils ténus ou des fils d'or, en tout cas, qui relient toutes ces personnes qui sont en réflexion et qui sont à cet endroit de poésie sociale et de questionnement des injustices.
Il y a un autre thème qu'on retrouve souvent dans vos textes, c'est celui de l'identité, puisque vous êtes belgo-congolaise et comme vous l'écrivez dans certains de vos textes, c'est parfois aux yeux des autres qu'on se découvre une fille noire à l'adolescence, une femme noire plus tard. Vous écrivez d'ailleurs pour la narratrice que son père congolais est un ovni parmi les Belges, un ovni parmi les Blancs. Comment est-ce que vous avez jonglé avec ce métissage, avec cette double identité à laquelle vous appartenez? Mais d'abord, je n'ai pas eu à jongler parce que j'étais ailleurs, comme si cette couleur ne me concernait pas, comme si c'est notre éducation familiale. On a été éduqués comme ça. Moi, j'appelle ça chez moi la toile cirée, c'est-à-dire que toutes les questions de racisme structurel, étatique, on en a été protégés. Donc, dans notre famille, la question du racisme était plutôt une question interpersonnelle. On rencontre un con, donc on passe son chemin et on trace sa route. Et la route, c'est la route de l'intégration, c'est la route de l'université. Donc, j'étais à cet endroit-là comme si cette couleur, voilà, de toute façon, elle n'était pas problématisée ou dans des escarmouches comme ça de personne à personne. Et puis c'était, je pense, la question de l'écartèlement, c'est-à-dire qu'on n'est ni blanc ni noir, on ne se reconnaît pas en même temps, on fait ce qu'il faut, on est là dans ce chemin d'intégration et en même temps on peut nous renvoyer à tout moment qu'on est un bamboula, une négresse, que ce soit pour obtenir un appartement, pour un job, etc. Donc on est dans cet écartèlement. Et puis après, moi je pense que l'artistique est venu me donner une troisième voie, une troisième possibilité, peut-être les maternités aussi, en tout cas avec cette question de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, à quelle toxicité j'ai envie de faire barrage et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme lumière ou comme réparation. Et à cet endroit-là, c'est vraiment, c'est et. Donc c'est une troisième voie, de se dire qu'il y a quelque chose de prendre le positif, c'est un peu bateau, mais de prendre le positif des deux cultures, des deux couleurs, qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce qu'on crée avec ça. Et ça, je pense que c'est vraiment comme dans le spectacle Congoeza, on dit le cul bien assis entre deux chaises. Et ça, c'est toute la différence qu'il y a entre le cul assis entre deux chaises et le cul bien assis, bien assumé entre deux chaises. Ce que vous assumez aussi, c'est votre engagement, puisque vous êtes une artiste très impliquée dans les thématiques que vous venez d'évoquer. Vous avez d'ailleurs fondé le collectif El Slam. En quoi est-ce que ça concrétise justement votre côté afroféministe? Qu'est-ce que c'est afroféministe? Alors pour moi, afroféministe, c'est que simplement qu'à un moment donné de mon engagement féministe, c'est qu'il y a une prise de conscience et aussi un focus, une mise en lumière de réalités spécifiques qui sont vécues par des femmes qui sont racisées. C'est que dans ce nous les femmes, il y a quand même des discriminations qui sont spécifiquement vécues par des personnes qui ont une peau qui n'est pas blanche. Donc c'est juste à cet endroit-là. Et dans le collectif El Slam, ce qui est assez étrange, c'est que cette dimension-là n'était pas mise en avant. La question d'El Slam, c'est de se dire plutôt, ok, c'est vrai que c'est porté par des féministes, mais c'est plutôt la prise de conscience que nous évoluons dans un milieu du slam qui est très ouvert, qui permet à tout le monde, tout qui a écrit un texte peut venir dire son texte. Et pourtant, nous, on avait cette conscience, vraiment une conscience corporelle et un constat qu'il y avait moins de femmes, en tout cas en 2015 quand on l'a lancé, moins de femmes sur scène que d'hommes. Et donc avant d'être afroféministe, c'est surtout d'abord un collectif qui se voulait féministe, simplement de dire que l'espace scénique, on l'a réinterrogé comme un grand continuum de l'espace sociétal et que il allait falloir en tout cas réfléchir aux freins. Qu'est-ce qui faisait qu'on avait plein de femmes dans les ateliers et tout d'un coup sur scène, il y en avait beaucoup moins. Et donc on a travaillé là-dessus sur les questions de légitimité de la parole dans l'espace public et comment un texte dit par un homme, dit par une femme n'était pas reçu de la même manière dans un public qui était majoritairement masculin à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on a créé des ateliers de coaching scénique en plus des ateliers d'écriture. Ce qui revient énormément, que ce soit dans cette initiative, dans ce magnifique projet ou dans vos textes, c'est aussi cette envie de briser les tabous sur la sexualité, sur le corps et sur le désir féminin. Pourquoi? Alors, peut-être par, je pense, justement, responsabilité. Moi, j'ai une fille, hein, j'ai 3 enfants, dont une fille, et des garçons, et ça concerne mes fils évidemment aussi. Il y a peut-être
une responsabilité, quelque chose à faire pour les générations qui viennent. Moi, j'avoue que mon travail, c'est un travail, je suis comme si c'était une pièce avec deux faces. C'est-à-dire cette question du féminisme, à la fois, ça me permet de dénoncer des discriminations, des injustices. On va parler d'excision, on va parler de harcèlement de rue, on va parler de viol, de violence à l'intérieur des couples. Donc, je suis à cet endroit-là de dénonciation et en même temps, c'est l'autre face, c'est-à-dire qu'on est aussi à un endroit de célébration. C'est la liberté, c'est la sexualité telle qu'on a envie de la vivre, c'est cette belle sexualité qui peut s'épanouir avec l'âge qui avance, c'est d'être respecté dans son intégrité physique, d'être respecté dans son orientation sexuelle. Il y a de ça aussi. Donc, c'est-à-dire, moi, je sens deux charges, deux énergies très différentes, mais qui se combinent. Et probablement que sous-jacente à ça, c'est effectivement de pouvoir envoyer un message clair à mes enfants et aux jeunes en général, de dire le respect de qui on est inconditionnellement, qui est vraiment pour moi le cœur de mon travail, et aussi, je dirais plus politiquement, c'est dépathologiser tout ce qui est pathologisé. Donc, c'est-à-dire que pouvoir simplement se dire, je vis ma sexualité sans que ce soit une pathologie. Pourquoi ça reste encore un combat pour les femmes aujourd'hui? Je pense que on a ce joug, cette histoire qui remonte à loin. Pourquoi c'est encore un combat? Parce que on a je pense, ce mythe de l'égalité acquise. Ok, il y a des textes de loi, mais il faut voir comment ils sont interprétés. Ok, j'ai ma liberté, mais il faut voir quelle marge de manœuvre j'ai dans cette injonction à être libre. Et je pense qu'on n'y est pas encore. Probablement, évidemment, sur des continuums, que si j'ai un diplôme, mon émancipation économique me met à un autre endroit de liberté. Il y a ces rapports de classe aussi. Probablement que ma couleur sur ce continuum du colorisme me met à d'autres endroits aussi d'expression de ma liberté. Mais quand même, on a quand même, je fais ce geste d'être encore corseté, il y a encore du travail. Et puis, comment se satisfaire, quand bien même les chapes de plomb s'ouvrent par-ci, par-là, lentement, mais s'ouvrent quand même ici, on est à quelques heures de vol d'autres pays où ça se passe pas du tout de la même manière, voire même à 1 heure de vol d'autres pays où ça se passe pas du tout de la même manière, que je tourne vers l'est de l'Europe, que je descende vers d'autres pays. Mais je ne dois pas aller à cet endroit-là. Je regarde ici, dans ma propre ville, avec si je sors de chez moi, que je sois habillée comme ceci ou comme cela, comme on peut me siffler comme un vieux clébard dans la rue, le travail, il est là dès le pas de porte. Grandir fait mal, vos livres nous parlent aussi de cela, et particulièrement en cette époque de Covid. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'encourager cette génération à laquelle on s'adresse, qui souvent est qualifiée de génération No Future, à justement ne surtout pas renoncer à l'amour, la révolte et la poésie de la vie? Ben, je ne peux que souhaiter ce que j'aurais aimé qu'on me souhaite aussi, qu'on m'a souhaité. Je ne peux pas. Justement, avec ce collectif El Slam, on a développé, nous, par exemple, la compersion, qui est cette capacité à se réjouir pour les autres. Donc, moi, je baigne là-dedans. C'est-à-dire que vous allez me voir très pugnace, très opiniâtre sur certains thèmes, sur certains sujets, et en même temps, je cultive ça au quotidien. C'est-à-dire vraiment souhaiter aux gens d'être heureux, souhaiter aux gens, là, pour le coup, quand même de se réunir, et c'est cette fameuse braise collective, de se réunir autour des questions de solidarité. Mais ça, moi, je le vois, là, je viens de reprendre la tournée dans les écoles, du coup secondaire, je vois, enfin, je veux dire, les étudiants, les élèves se lèvent, disent du texte, sont déjà hyper plus conscientisés qu'à mon époque, plus lucides. Alors effectivement, la lucidité va les mettre à un endroit de fragilité aussi. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a cet œil ouvert sur les violences systémiques, on sait pas, c'est pas des lunettes qu'on peut retirer, on peut plus revenir en arrière, donc ça met un endroit de fragilité. En même temps, c'est exactement à cet endroit-là qu'il y a aussi cette flamme d'existence et cette envie de changer les choses et de ne pas se contenter d'un monde qui est inégalitaire. Dernière question, nous nous adressons donc aux étudiants de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. C'est quoi être libre pour vous, Lisette Lombé? Alors, vaste question. Être libre, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire d'avoir conscience, pour moi, quand j'ai conscience de la pièce dans laquelle je joue,
de ce qui se trame, de ce qui se tire, quand j'ai conscience de ça, quand j'ai conscience que sur certaines choses, je peux agir sur certaines choses et sur d'autres, je ne peux pas agir. Quand je me dis, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, même sur cette mission de vie, de rester humble, à cet endroit-là, je me sens libre. Mais je me sens libre tous les jours et souvent, cette grande idée de liberté, elle s'active par le ténu. Moi, j'écris des chroniques où j'écoute les gens dans la rue, je marche. Ben, le simple fait de marcher, quand je marche le matin, je me dis j'ai deux jambes, je suis là sur mes deux jambes et voilà, je suis en gratitude d'être dans un corps en bonne santé avec toutes ces potentialités-là. Et puis quand je marche le soir, je me dis j'ai cette chance-là, je suis une femme, je peux marcher la nuit, ou quand je marche, je n'ai pas des bombes qui me tombent sur la tête. Et à ces endroits-là, par exemple, quand je marche, je me sens libre. Quand je pose des choix justes, je me sens libre. Quand je sais dire non aussi, je me sens libre. Voilà. Et quand vous écrivez? Et oui, c'est marrant, j'ai pas parlé de la question de l'écriture, mais quand j'écris, je me sens totalement libre et d'autant plus en poésie parce que il y a une création de mots, tout est possible. Je me sens complètement, à la fois il y a ce dictionnaire qui est intégré, qui est un ami, cette grammaire qui a été intégrée et voilà toutes ces règles, ces bécherelles, etc. C'est là. Et en même temps, il y a cette liberté justement de s'en défaire, de créer des mots, de créer des mondes. Oui, vraiment là pour le coup, je me sens bien libre au moment d'écriture. Merci beaucoup, Lisette Lombé, et surtout portez-vous bien. Merci à vous.